Quand on se retrouvait face à la Légion romaine, on ne le savait pas encore, mais on était déjà mort. La Légion romaine fascine les gens. Tout le monde a en tête les images d'Épinal des légionnaires formant une tortue sous l'aigle impérial. L'armée romaine ne s'est pas structurée seule. À l'origine de la discipline de la Légion, on peut trouver un homme. Caius Marius est un homme politique romain. Né en 157 avant Jésus-Christ, ce fils de la classe moyenne effectue un cursus honorum en affichant sa proximité avec la plèbe. La gloire militaire qu'il lui faut pour assurer son statut, il va l'acquérir en Afrique du Nord. À l'inverse de nombreux hommes politiques, Marius connaît parfaitement le métier des armes. En Numidie, le roi Jugurtha tient tête aux Romains en menant une guérilla impitoyable. En 109, Marius prend le contrôle de la situation et isole Jugurtha de ses alliés pour le vaincre. La victoire de Marius lui assure le prestige à Rome, et son courage personnel lui offre la fidélité de ses troupes. L'armée romaine est à l'époque composée de volontaires venant des classes moyennes urbaines et des propriétaires terriens. Même si la République est parvenue à vaincre Carthage avec cette armée, celle-ci reste trop faible numériquement pour défendre Rome contre toutes les menaces qui l'entourent. Marius prend donc la décision d'autoriser les citoyens pauvres à s'engager dans l'armée. Si les pauvres n'avaient pas le droit de s'engager, c'est d'une part parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur équipement, et d'autre part parce que les aristocrates du Sénat craignaient une force populaire armée capable de les vaincre en cas de révolte. Marius résout le problème de l'équipement en payant avec sa fortune personnelle les armes de ses soldats. Il n'a besoin que de leur force, de leur courage et de leur sang pour constituer son armée. Le Sénat aimerait bien l'empêcher de reformer ainsi l'armée romaine, mais les menaces venues des peuples du Nord sont trop fortes pour cela. Le légionnaire romain de cette époque ne ressemble pas encore aux soldats traditionnels que l'on imagine de nos jours. Son équipement est composé d'un galéa à crinière qui lui sert de casque, d'une lorica recouverte de cottes de mailles pour protéger son torse et ses épaules, d'un grand bouclier appelé scutum et des caligae qu'il chausse aux pieds. Ses armes sont le pilum qu'il tient fermement en main et le gladius, une lame courte sans garde qu'il porte à la ceinture. Si cet équipement semble être un uniforme, à l'époque de Marius il n'en est rien. Les soldats n'ont qu'une vague ressemblance derrière des boucliers aux motifs multiples. Marius entreprend de standardiser l'équipement de ses troupes. Après tout, c'est lui qui le paye. Une fois son armée constituée, Marius entraîne ses hommes et instaure des changements dans l'organisation militaire traditionnelle. L'armée n'est plus constituée de riches citoyens capricieux, mais de simples citoyens sans revenus et qui dépendent entièrement de leur commandant pour s'assurer des revenus et une place dans la société. Les soldats ne sont donc plus des citoyens soldats qui répondent à l'appel de la République, mais une armée de métier qui obéit sans protester à la discipline de fer qu'impose Marius.
Pour marquer le passage de cette armée civique à cette armée permanente, Marius donne une enseigne spéciale à chaque légion. L'enseigne est un aigle d'argent qui tient la foudre de Jupiter dans ses serres. Cet aigle est le plus important symbole de la Légion. Non seulement c'est un point de ralliement au cours d'une bataille, mais c'est aussi un symbole religieux très important. Le perdre était l'ultime des honneurs pour une légion et pour tous ses légionnaires. C'est pourquoi les Romains étaient prêts à tous les sacrifices autour de ces aigles, et même à les détruire plutôt que de les laisser prendre par les ennemis de Rome. Un des aspects les plus connus de l'armée romaine est le camp retranché. Les Romains excellent en fortification. Ce sont traditionnellement des urbains habitués aux villes et aux murs. C'est pourquoi, à chaque fois que les Romains font une campagne militaire, les troupes en déplacement construisent un camp retranché pour se protéger. Chaque jour, s'il le faut, les soldats construisent des camps en plein cœur des territoires ennemis. Jamais un commandant compétent ne ferait dormir ses hommes ailleurs que derrière des remparts. L'emplacement d'un camp est choisi par les généraux et les augures. Les généraux déterminent les emplacements stratégiquement favorables, et les augures, les devins romains, consultent les dieux pour déterminer lequel leur apportera la chance. Une fois le terrain choisi, les fantassins creusent un fossé et entassent la terre derrière pour former un monticule. D'autres soldats coupent du bois dans les forêts autour du camp pour dégager la vue et fournir des matériaux de construction. Une palissade est construite sur le monticule de façon à former une enceinte carrée, et les tentes sont installées dans le camp, la tente du commandant au centre, toutes organisées selon leur position sur le champ de bataille. Le camp est ensuite gardé par les soldats, de jour comme de nuit. La nuit, les soldats n'ont pas le droit d'avoir leur bouclier, tout simplement pour ne pas s'endormir dessus. Marius profite de la grande discipline de ses hommes pour accroître leur mobilité. Au lieu de se faire accompagner par des chariots pour porter le matériel, Marius ordonne à ses hommes de porter sur eux tout l'équipement et toutes les provisions nécessaires pour mener une campagne militaire. Ces hommes se surnommaient eux-mêmes les mules de Marius. Même si elle est immense, l'armée romaine n'est pas un grand bloc d'hommes comme beaucoup d'armées grecques ou orientales. Au contraire, les Romains comptent surtout sur une structure très fragmentée et sur des petites unités mobiles. La Légion en elle-même est la grande structure de l'armée romaine. Elle compte de 5000 à 6000 hommes. Ils sont répartis dans 10 cohortes d'environ 600 hommes chacune. La cohorte est divisée en 6 centuries commandées chacune par un centurion. La cohorte en elle-même est dirigée par le centurion de la première centurie. Les 6 centurions suivent un ordre hiérarchique linéaire qui correspond à l'importance de leur centurie. Les centuries se mettent deux par deux pour former un manipule. Le manipule est dirigé par le centurion prior qui commande au centurion postérieur. Il y a donc 3 centurions priors et 3 centurions postérieurs dans une cohorte. Sur le champ de bataille, l'unité tactique est le manipule. Les 2 centuries de ce manipule œuvrent côte à côte en se protégeant mutuellement. La plus faible des manipules, la manipule Astati, est en première ligne pour combattre. Quand elle est en difficulté, la manipule Principes, composée de vétérans, prend le relais. Si celle-ci est également repoussée, l'élite, la manipule Triarii, s'engage dans le combat. La hiérarchie dans la cohorte est simple. Il y a d'abord les 3 centurions commandants de manipules dans l'ordre du centurion Triarii au centurion Astati, puis suivent les 3 centurions postérieurs dans le même ordre. Chaque manipule a un porte-enseigne pour se diriger et se regrouper sur le champ de bataille. Les Romains sont avant tout des fantassins.
L'infanterie est la base de la tactique et de la stratégie romaine. Même s'ils utilisent des cavaliers, ceux-ci ne sont pas nombreux. La cavalerie romaine est répartie entre plusieurs groupes. La cavalerie de la Légion, d'environ 150 cavaliers, les cavaliers de cohorte mixte, qui sont proportionnellement d'un cavalier pour 3 fantassins, les ailes de cavalerie, organisées en régiments de 500 cavaliers, et les peuples avec une tradition de cavalerie, qui servent l'armée romaine comme auxiliaire. La stratégie romaine est très méthodique. Les commandants romains prennent souvent le temps de choisir leur terrain de bataille pour y déployer leurs forces. Les légions s'avancent vers les ennemis pendant que la cavalerie les attaque sur les flancs. Cette organisation leur permet d'affronter de terribles adversaires. Sur ces frontières nord se trouvent les peuples qui terrifient le plus les gens civilisés de l'Empire, les Germains. Les peuples germaniques sont restés en grande majorité hors du contrôle de l'Empire romain. La société germaine est basée sur des clans et des tribus qui sont surtout nomades. Les Germains n'ont pas de ville, de réseau de routes ou de réserve de nourriture comme avaient les Gaulois lors de la conquête romaine. Les Romains ne pouvaient donc pas envahir leurs terres comme ils l'ont fait pour les Gaules. D'un autre côté, les Germains ne sont pas unis, et donc pas assez structurés pour envahir consciemment les terres romaines. Les guerriers germains n'étaient pas armés avec de l'équipement lourd. Si leurs armes en métal étaient d'excellente qualité, elles étaient plutôt rares. Les combattants utilisaient surtout des pieux et des armes en pierre ou des arcs. Leur formation d'attaque était un bloc d'hommes aussi large que profond, c'est-à-dire un carré de fantassins. Les hommes les mieux armés allaient sur les premières lignes, et les autres restaient au centre avec des pieux, des frondes et des arcs. Ce carré était appelé Hundred et était formé d'une centaine de guerriers. Les Germains n'ont pas la discipline romaine, mais comme ils allaient à la guerre en clans et en tribus, ils avaient une cohésion interne plus forte que celle de la Légion romaine. Même en cas de défaite, les Germains n'abandonnent jamais leurs blessés et leurs morts sur le champ de bataille, contrairement aux Romains qui fuient sans se retourner si leur formation est détruite. Les Romains ont des raisons de craindre les Germains. Vers l'an 9 après Jésus-Christ, une expédition s'est mal déroulée pour l'Empire en plein cœur de la Germanie. À la tête de 3 légions et de forces auxiliaires, le général Quintilius Varus dirige une expédition sur les territoires germains. Il commande environ 18 000 hommes. Cette expédition se déroule sous le règne d'Auguste, et l'Empire est alors en pleine expansion. Varus pénètre profondément dans les terres germaines et y installe un campement d'été. Comme il ne peut pas se ravitailler sur le territoire, il se replie avec ses légions lorsque l'hiver arrive. Sur le chemin du retour, il entre dans la forêt de Teutobourg avec son armée. Là, des guerriers germains lui tendent une embuscade.
L'attaque est repoussée, mais Varus devient méfiant. Il doit choisir entre risquer le passage dans la forêt ou se replier sur son camp et risquer de manquer de provisions pendant l'hiver. Varus choisit de poursuivre sa route en restant vigilant. Les légions se mettent en marche rapidement et s'étirent dans la forêt. Soudain, ils découvrent que les Germains leur bloquent la route dans un défilé et qu'ils les encerclent depuis les hauteurs. Varus ordonne à ses hommes de construire un camp à la hâte. Puis les légions lancent des assauts, mais un orage éclate et la pluie commence à tomber sur le champ de bataille. Les légionnaires romains lourdement armés sont gênés par la pluie et ils ne parviennent pas à briser l'encerclement. Les Germains, eux, lancent des attaques rapides avec leur équipement léger. Les Romains commencent à perdre espoir, et la cavalerie germaine parvient à enfoncer les lignes des légionnaires. La cavalerie romaine parvient alors à se dégager et à fuir vers les lignes impériales. Quelques cohortes s'échappent vers les marais avec les aigles impériaux pour se noyer avec, et le reste de l'armée est capturé par les Germains. Varus et ses officiers se suicident devant ce désastre. La défaite pour les Romains est totale. Ils ont perdu 3 légions, 3 aigles impériaux. Tous les officiers se sont suicidés. Les tribus germaines ont pu récupérer des armes et des armures sur plus de 15 000 légionnaires, et l'impact psychologique est énorme. La bataille de Teutobourg n'a pas arrêté la progression de l'Empire sur les autres fronts. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Rome domine toutes les rives de la Méditerranée et presque toute l'Europe. Globalement, les Romains ont conquis toutes les terres des peuples alentours qui avaient déjà des villes et des organisations politiques verticales solides, à l'exception de la Perse. La dernière conquête de l'Empire a lieu sous l'empereur Trajan en 106 après Jésus-Christ. La Dacie est un territoire au-delà du Danube, qui connaît depuis longtemps l'influence des cités grecques et du monde romain. Les Daces sont un peuple à la frontière entre le monde celte et les peuples scythes. Ils menacent depuis toujours la Macédoine, et ils sont assez agressifs pour franchir régulièrement le Danube. Les Daces sont de terribles adversaires. Leur force individuelle fait d'eux les meilleurs gladiateurs du monde romain. La conquête de la Dacie est racontée sur la colonne Trajane, le grand monument qu'a fait bâtir Trajan pour célébrer sa victoire. Cette dernière conquête soumet le dernier peuple menaçant sur les frontières nord. Mais cela brise également la régularité de la frontière romaine. Il y avait 8 légions postées sur la frontière germaine. 4 de ces 8 légions sont retirées pour aller défendre les rives du Danube et la frontière dace. L'Empire arrive aux limites de sa puissance militaire. L'empereur qui succède à Trajan en 117, Hadrien, met fin à l'expansion de l'Empire et organise une grande politique défensive sur les frontières. Au nord de Britannia, un grand mur est construit pour se protéger des guerriers pictes, le mur d'Hadrien. Sur toutes les frontières, les Romains construisent des forts et des postes de garde. Face aux envahisseurs, ces fortifications sont très efficaces.
Les Romains n'ont à l'époque pas leur pareil dans l'art de défendre ou d'attaquer des places fortes. L'armée possède de nombreuses machines de guerre, très sophistiquées, pour prendre d'assaut les villes ennemies. Les balistes et les catapultes servent à lancer des projectiles contre les murs et contre les défenseurs. La tour de siège permet de grimper sur les remparts, et le bélier détruit les portes pour permettre à l'armée de rentrer dans la ville. Si la défense de l'Empire est bien organisée, l'arrêt des conquêtes entraîne néanmoins une grave crise financière. Les campagnes militaires romaines permettaient aux armées de s'emparer de butin et de captifs qu'ils vendaient comme esclaves. L'armée était financée par la guerre. En stoppant les conquêtes, l'Empire doit lever de nouveaux impôts pour payer son immense armée permanente. Au cours des années qui suivirent, les crises financières entraînèrent des réductions d'effectifs dans les légions. Les soldats, à l'apogée de l'Empire, devaient protéger près de 5000 km de frontières avec des moyens limités. Les légions étaient parfois installées des années sur les mêmes postes. Malgré l'interdiction de se marier pendant le service, plusieurs soldats fondent des familles dans les villages locaux le long des frontières. Quand les légions changeaient d'affectation, plusieurs légionnaires désertaient pour rester avec leur famille. Et comme les soldes ne tombaient parfois pas, d'autres désertaient à leur tour. Comme l'Empire doit continuer de défendre ses frontières et que l'entretien des légions est très coûteux, l'armée recrute de plus en plus d'auxiliaires barbares pour se défendre. Les auxiliaires ont toujours accompagné les légions, mais au IIIe siècle, ceux-ci prennent de plus en plus d'importance. Les peuples auxiliaires gardent souvent leur propre organisation militaire pour combattre. Les Romains engagent aussi des guerriers germains directement dans les légions. À partir du IVe siècle, il n'est plus nécessaire d'être citoyen romain pour s'engager sous l'aigle impérial. L'armée romaine perd peu à peu sa culture latine pour adopter les équipements d'Europe de l'Est. Tout d'abord, les Romains utilisent de plus en plus d'archers, alors que ce rôle était auparavant réservé aux auxiliaires. L'armure traditionnelle des légionnaires disparaît à la fin du IIIe siècle. Elle est remplacée par des cottes de mailles ou par la cotte d'écaille. La cotte d'écaille est plus répandue en Orient. Les casques changent aussi et s'inspirent des casques sarmates et perses en adoptant des modèles Interkissa ou Berkazovo, et également des casques Schwangenhelm inspirés des casques germains. Les unités d'auxiliaires permettent à l'Empire d'avoir une armée moins chère mais qui perd son efficacité. Si les barbares sont de bons combattants, ils n'ont en revanche pas la discipline de la Légion et ils n'obéissent pas à la hiérarchie romaine. La Légion ne disparaît pas administrativement, mais les changements dans sa forme et dans ses tactiques la fragilisent énormément. Cette Légion impériale n'est peut-être plus capable d'affronter une crise majeure qui va traverser l'Europe.